Aujourd'hui, c'est coup de pied au cul. Bien que j'ai réalisé un paquet de vidéos vous expliquant que non, ça sert à rien d'investir dans plein de matos pour faire de bonnes photos, il y a toujours quelqu'un pour essayer de justifier le contraire dans les commentaires. Non, je vise personne en particulier, c'est juste que c'est quelque chose qui revient régulièrement. Donc on va commencer par remettre quelques petites choses au clair et ensuite je vous expliquerai quels investissements réaliser pour améliorer vos photos. Parce que oui, pour faire de bonnes photos, pour devenir un grand photographe, il faut réaliser un investissement. C'est triste, hein? Je vais vous dévoiler ce grand secret, on en reparle dans une minute. D'abord, je vais répondre à cet argument. Ouais mais si ça sert à rien le matos cher pour faire des bonnes photos, pourquoi ça existe et pourquoi il y en a qui en achètent? Et pourquoi est-ce que ma Rolex elle est floue? Alors premièrement, si le matos cher existe, c'est uniquement parce qu'il y a des gens qui sont prêts à l'acheter. Et ensuite, pourquoi sont-ils prêts à l'acheter? Eh bien pour les mêmes raisons qui poussent certains à acheter des voitures très chères. Raison numéro 1, pour se la péter. Raison numéro 2, pour combler un besoin consumériste. Raison numéro 3, pour le confort. Il est tout à fait possible de couvrir tout un mariage avec un APS-C et un 1855, tout comme il est tout à fait possible de faire un reportage sportif avec le même appareil et un 75-300. Bon, je prends des exemples un peu extrêmes, mais pensez-y. L'important sur une photo de mariage, c'est l'émotion qu'elle va provoquer chez les mariés quand ils ouvriront leur album dans 10 ans. Et dans cette émotion, ni le bruit ISO ni le flou d'arrière-plan n'interviennent. Quand vous êtes au bord d'un stade de foot, sous des kilowatts de lumière, c'est pas grave si vous shootez à f5.6 et 3200 ISO. De toute façon, la photo sera publiée sur du papier journal avec un offset dégueulasse. Le rédacteur du Canard et les lecteurs s'en foutent de vos ISO, eux, ils veulent voir une action de jeu. Alors, pourquoi voit-on des photographes se promener avec des 1DX, des D4S et des objectifs plus chers qu'une voiture? Raison numéro 1, pour se la péter. Faut pas se leurrer, j'ai rencontré beaucoup de photographes indépendants, surtout sur des événements sportifs, qui se trimballaient 3 boîtiers hors de prix, des optiques que j'aurais peur d'avoir avec moi, et qui shootaient en mode auto. Il y en a même un qui m'a snobé parce que je shootais en APS-C, alors que j'avais sciemment choisi un capteur plus petit pour bénéficier du facteur de crop. Donc attention, il y a encore des gens qui se couvrent de matos juste pour jouer les m'as-tu vu. Alors, c'est pas une généralité, hein, on est bien d'accord. Mais j'en croise de temps en temps. Et est-ce qu'il y a un lien ou pas? Je sais pas. Mais ils portent souvent un gilet tactique. Je sais pas. Souvent. C'est pas systématique. Mais raison numéro 2, pour combler un besoin consumériste. Vous vous êtes jamais arrêté devant un 50-1.2 ou un 85-1.2 ou un 400 mm 2.8 en vous disant j'aimerais quand même bien m'amuser avec ça. Et bah, il y a des photographes qui les achètent. Ils achètent du matos comme quelqu'un qui fait sa crise de la quarantaine achète un cabriolet. Non pas parce qu'ils ont besoin d'un nouvel outil, mais parce qu'ils ont envie d'un nouveau jouet. J'espère que vous saisissez la différence. Ce qui est un outil pour l'un est un jouet pour l'autre. Par exemple, j'ai un voisin passionné d'ébénisterie. C'est pas son boulot, c'est sa passion. Pour lui, une scie sauteuse, c'est pas un outil. C'est un jouet, parce qu'il n'en a pas besoin. Il s'en sert pour fabriquer des trucs, pour s'amuser. Et soyons honnêtes 2 secondes, on a tous de temps en temps envie d'un nouveau jouet. Et c'est pas grave. Mais succomber à la tentation ne fera pas de vous un meilleur photographe. Raison numéro 3, le confort. C'est la moins mauvaise des excuses. Et c'est celle que j'ai choisie aussi. Bien sûr que vous pouvez shooter un mariage avec un 1200D et un 1855. Mais certaines situations de basse lumière vont vous mettre en difficulté. Bien sûr que vous pouvez shooter un match de foot avec votre 75-300, mais votre autofocus va galérer et vous allez avoir plus de déchets dans vos prises de vue. Donc si les pros utilisent du matos pro, c'est pour le confort. Parce que c'est plus facile de faire une photo en basse lumière avec un plein format et un objet qui ouvre à 1.4, et parce que l'autofocus d'un 1D couplé à un 400-2.8 accrochera plus facilement Zlatan quand il attaque. C'est pas impossible de le faire avec un appareil d'entrée de gamme, loin de là. C'est juste plus facile avec un boîtier pro. C'est exactement la même chose si on compare une Jaguar et ma Corsa. Si je respecte les limitations de vitesse, je n'arriverai pas plus vite chez Carouf pour faire mes courses en Jaguar qu'en Corsa. J'aurai pas plus de place dans le coffre pour ranger la bouffe et j'aurai pas plus de facilité pour me garer.
Mais si j'ai un problème d'amour-propre, ça sera plus facile de draguer les minettes en Jaguar. Je me serais sûrement fait bien plaisir en allant chercher ma voiture toute neuve chez le concessionnaire, et j'aurais peut-être même la sensation de ne pas avoir raté ma vie. Et j'aurais la direction assistée, la clim, les sièges en cuir, et j'oserais plus facilement doubler le paysan en tracteur. Mais en aucun cas, le bouchon de radiateur en forme de gros chat ne fera de moi un meilleur conducteur. Alors, vous allez me dire qu'avec le 1855, j'aurai pas de joli flou d'arrière-plan, et que le flou d'arrière-plan, c'est pas juste une question de confort. Ce à quoi je vous répondrai que si la seule raison pour laquelle on vous dit que vous faites de belles photos, c'est parce qu'il y a du flou d'arrière-plan, c'est que vous êtes un bien mauvais photographe de mariage. Et au 75-300, même à 5.6, du flou, vous en avez largement assez pour isoler Zlatan de l'arrière-plan. Pour résumer, la seule raison pour laquelle je shoote au 5D Mark III avec un 70-200 de 8, c'est pour le confort. Vraiment. Parce que moi aussi, à choisir, je préfère avoir moins de bruit sur une photo. Même si globalement, j'en ai à peu près rien à foutre. Mes premiers mariages, je les ai faits à l'APS-C et au 50 mm 1.8. Et je m'en suis très bien sorti. J'aime mieux bosser au 5D, forcément. Mais parce que c'est plus confortable. Pas parce que ça fait de moi un meilleur photographe. Même au 5D, si j'ai des photos avec du bruit, bah c'est comme ça et c'est pas grave. Et de toutes les photos dont je suis assez fier pour vous les montrer sur la page Facebook, il n'y en a pas une qui n'aurait pas été faisable avec comme matériel un 1200D, un trépied, un 51.8 et un 18-55. Même la télécommande, c'est du confort. Si on n'en a pas, il suffit de mettre l'appareil sur retardateur 2 secondes ou de bloquer le déclencheur avec du scotch. Si je n'étais pas passé pro, si je faisais pas de mariage, jamais je n'aurais acheté un plein format. Parce qu'il n'y a que dans des situations très difficiles où je n'ai pas le droit de rater une photo qu'il s'avère vraiment utile. Le reste du temps, c'est du luxe. Et c'est foutrement cher, putain. C'est comme si je vous dis qu'une Ferrari, ça sert à rien pour aller faire ses courses. Mais qu'on gagne pas un Grand Prix, encore ça. Mais si vous courez pas de Grand Prix, vous n'avez pas besoin de Ferrari. Vous pouvez en avoir envie, mais vous n'en avez pas besoin. Donc ceux qui ont envie d'un 200-500 f2.8 et qui peuvent se le permettre, j'ai qu'une chose à vous dire. Achetez-le, vous allez pouvoir vous la péter, vous faire plaisir à l'ouverture de la boîte, pouvoir shooter le chat du voisin à 200 mètres au crépuscule. Mais vous ne serez pas un meilleur photographe, parce que vous shooterez toujours le chat du voisin. Et c'est ce qui m'emmène doucement vers la deuxième partie de la vidéo. Donc maintenant que j'ai fini de vous faire la morale, je vais vous expliquer comment on fait de belles photos, quel que soit le matos. Non, je déconne, ça va encore être un bon coup de moralisation. Alors, ceux qui n'auraient pas regardé l'interview de Bertrand Kulik, je vous invite à aller la voir de ce pas. Pour résumer, Bertrand, c'est un mec qui a un jour fait de chez lui la photo d'un éclair qui tombe derrière la tour Eiffel et qui a été publié dans plein de grandes revues, passé à la télé, un peu partout, bref, tout le monde a vu sa photo. Et cette photo, elle a été faite avec un 350D et un 75-300 Sigma. Si cette photo fait une double page dans le Guardian et Paris Match, c'est donc pas parce qu'elle a été faite avec un matos de fou. Et en plus, quand on y pense, elle a été vue par des millions de gens sur du papier journal. Repensez-y quand vous ferez des tirages à 200 boules pièce pour que 50 personnes les admirent. Donc, qu'est-ce qui fait que la photo de Bertrand a du succès? Il a un secret. Un grand secret que les photographes que vous admirez partagent. L'investissement. Eh mais j'arrête pas d'investir! Si vous investissez continuellement dans du matos et que vos photos ne sont pas meilleures, c'est que vous investissez mal. Alors, le secret des grands photographes, c'est d'investir dans un fonds secret appartenant aux Illuminati juifs des francs-maçons de la CIA. Dès que votre paiement est reçu, il se charge de faire en sorte que vous deveniez connu. J'en suis moi-même membre, donc vous pouvez m'envoyer un gros chèque et je me charge du reste. 4 0 derrière le 1 suffisent comme mise de départ. Bon, plus sérieusement, il va falloir investir, mais pas dans du matos. Il va falloir s'investir. Vous investir dans vos photos. Bon Seb, ta série Soledad. Si je prends par exemple cette photo, t'as pris combien de temps pour la faire? En tout et pour tout. En tout et pour tout. Donc je vais pas parler de la partie réflexion de la série. C'est-à-dire que j'ai déjà la réflexion de la série et j'arrive sur le lieu, je sais déjà vers quel axe je vais aller. Ouais. Okay. Donc si on compte le temps de trouver le modèle, le temps de trouver le lieu, de chercher le lieu, le temps d'arriver sur le lieu, de voir, de se dire en gros je pars généralement une bonne grosse demi-journée, voire une journée en entier pour faire plusieurs photos. Donc on va dire une journée déjà de base pour la faire, la photo, 2 heures avant pour trouver le lieu, pour chercher le lieu sur internet et trouver le modèle, et le temps de la trier, de la post-traiter et tout,
Je pense qu'on est bien sur une bonne quinzaine, voire une vingtaine d'heures. Une quinzaine d'heures pour une photo. Pour une photo. Voilà. Et celle où tu as mis, on va dire, le moins de temps de ta série. De toute façon, il a fallu bouger, donc c'est au minimum 10 heures. D'accord. Et celle où tu as consacré le plus de temps? Une bonne trentaine, 30-35 heures. Voilà. Donc, au cas où ça serait pas encore assez clair, je vais tourner ma question autrement. Vas-y. Est-ce que tu aurais été capable de faire une photo de ta série Soledad si tu y avais consacré 5 minutes? Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, tout le monde peut faire des photos facilement, ne serait-ce qu'avec un téléphone. Si vous faites les mêmes photos que tout le monde et que vous vous investissez aussi peu dans vos images que tout le monde, vous êtes tout le monde. Pour être quelqu'un, pour sortir du lot, vous devez vous investir dans vos images. Concrètement, ça veut dire faites des kilomètres, explorez des lieux que vous ne connaissez pas et n'ayez pas peur de donner de votre temps et de votre personne. Il est là le réel investissement. Donnez-vous la peine de faire des photos que personne d'autre n'a eu le cran de faire. Mieux vaut passer un week-end entier sur une photo avec un 1200D que d'y passer 10 secondes avec un 5D Mark III. Et quand je dis un week-end entier pour une photo, je pèse mes mots. Et le gros problème des gens qui me contactent en me disant qu'ils n'arrivent pas à faire de bonnes photos, c'est souvent ça. En regardant leurs photos, je comprends sans difficulté qu'ils ont vu un truc, ils l'ont pris en photo et ils l'ont posté sur Facebook. Total de la manœuvre, 3 minutes, moins s'ils ont le wifi sur l'appareil photo. Pour les photos d'orage, vous avez été combien à me montrer des photos prises de derrière votre fenêtre à tel point que parfois on en voit l'encadrement? Dehors, on voit un bout de toit, 2 lampadaires et un arbre qui bouche la vue. Allez, avouez, vous avez été nombreux à la faire cette photo. Pour faire une bonne photo d'orage, il faut vous mouiller, au sens propre comme au sens figuré. Si vous ne prenez pas votre bagnole pour trouver le point de vue qui en vaut la peine, si vous n'osez pas braver quelques gouttes de pluie, vous n'arriverez pas à faire THE photo que tout le monde vous enviera. Prendre 10 secondes pour faire une photo, ça marche quand vous avez un méga coup de chance. Mais les méga coups de chance, genre être au bon endroit au bon moment, c'est rare. Vous ne construisez pas un boucle là-dessus. Quand vous voulez faire une photo, donnez-vous un objectif. Un albinos nu sur une licorne, foudroyé par un éclair au milieu d'une tornade au coucher du soleil. Donnez-vous un objectif réaliste et donnez-vous les moyens de faire votre photo. Exemple, une araignée. Je devrais la prendre en photo. 0 objectif, 0 investissement, 0 résultat. Je ferais bien une photo d'araignée. Mais il me faut une araignée, un décor, de l'éclairage, un point de vue et beaucoup de patience. Vous allez attraper l'araignée 2 semaines plus tard, vous allez passer 20 minutes à construire un décor, 20 autres minutes à placer votre lampe de bureau pour avoir la lumière adéquate, encore 20 minutes pour rattraper l'araignée qui s'est barrée, vous allez utiliser la méthode du rouleau de PQ vide pour faire de la macro avec un objet qui n'est pas prévu pour, et vous allez encore passer 1 heure à essayer continuellement d'avoir le bon cadre et la bonne mise au point. Et pour ça, vous allez faire 150 clichés. Ensuite, vous allez encore passer 1 heure à trier les photos pour ne garder que la meilleure, et 20 autres minutes à arranger les couleurs et les contrastes de cette unique photo sous Lightroom et Photoshop. Résultat, vous y avez passé votre dimanche après-midi. 2 semaines après avoir eu l'idée de faire la photo. Un objectif, un investissement, un résultat. Le voilà, le secret d'une bonne photo. C'est votre temps qu'il faut investir, pas votre argent. Une bonne photo, il faut des heures, voire des jours pour la faire. Ça peut être 2 jours de démarche pour trouver le modèle et 40 bandes pour trouver le lieu de shoot. Ça peut être 4 heures de rando pour trouver la fleur rare, ou 2 heures d'attente dans le froid et la pluie pour choper un éclair. Et le tout, sans garantie de ne pas rentrer bredouille. Et j'insiste, encore une fois, sur le post-traitement qui vient après. Parce que même si vous avez fait une bonne prise de vue, le traitement, c'est souvent la différence qu'il y a entre ça et ça. Et vu qu'il existe une chier de logiciels gratuits, encore une fois, c'est pas une question d'argent, c'est une question de temps. La photo, pour la plupart d'entre vous, c'est pas un métier, on est d'accord. Mais alors c'est quoi? Un passe-temps. Rappelez-vous, on ne devient pas Hendrix en jouant 20 minutes par semaine sur une guitare à 3000 €. On devient Hendrix en jouant 8 heures par jour pendant 10 ans sur une guitare à 50 boules. Ça y est, j'en ai fini avec vous. Vous pouvez aller vous rouler sous le lit et pleurer un bon coup. Et ensuite, allez me claquer la plus belle photo que vous n'ayez jamais faite. Et passez-y votre putain de week-end s'il le faut. Mais juste avant, n'oubliez pas de regarder les autres vidéos sur lestudiodepoche.fr, de vous abonner, de laisser un j'aime sur Facebook et de me laisser un gros pourboire sur Tipeee, vous savez, pour devenir célèbre. Allez, c'était Arnaud Thierry, et je vous dis
À la revoyure.